Bismillah. En s'éveillant ce matin-là, Wivina se sentait toute pénétrée de bonheur. Les événements de la veille lui revinrent aussitôt à l'esprit. Pourtant, tout était gris autour d'elle dans la chambre. Elle se demanda pourquoi tout paraissait aussi sombre. Puis elle s'aperçut finalement que la marée avait amené un brouillard épais qui avait pénétré dans la pièce dont elle avait laissé les fenêtres ouvertes toute la nuit. Tout était humide autour d'elle. Elle sauta bien vite hors de son lit pour aller fermer les croisées. Et elle constata en essayant de regarder au dehors que le brouillard était si dense que l'on ne voyait ni l'étang ni les arbres du parc. C'était à peine si l'on pouvait distinguer un objet à quelques mètres de soi. Son premier réflexe fut de penser à l'homme qu'elle aimait. Elle se sentit vaguement rassurée par la présence de ce brouillard en pensant qu'il devrait vraisemblablement le protéger en cachant ses allées et venues et en lui permettant d'échapper plus facilement au regard des hommes qui guettaient son passage. Mais la jeune fille espérait bien qu'il n'était plus dans les parages depuis longtemps. Elle s'habilla rapidement et quitta sa chambre. Le petit mot que Lord Cheriton avait promis de lui laisser avant de partir l'attendait devant sa porte dans le couloir. Elle se baissa et s'en empara bien vite avec un frisson de bonheur, tout en sachant pourtant d'avance que cette enveloppe ne refermait que quelques phrases de politesse conventionnelle, comme ils en étaient convenus la veille ensemble, de façon à ce qu'elle puisse montrer la lettre à Geoffrey Farlow. Mais c'était quand même celui qu'elle aimait qui l'avait écrite. Elle décida qu'elle ne s'abaisserait pas à la montrer à Farlow. Elle allait la laisser traîner sur une table dans le hall, sachant que Farlow ne manquerait pas d'en prendre connaissance dès qu'il la verrait. Elle connaissait trop bien sa nature soupçonneuse et son indiscrétion pour ne pas en être certaine. Elle ouvrit l'enveloppe pour lire ce qu'avait écrit Lord Cheriton. « Chère Miss Compton, permettez-moi de vous remercier d'avoir bien voulu nous permettre de dormir à Lord Squirrel cette nuit. Mon domestique et moi nous étions très bien installés et nous vous en sommes sincèrement reconnaissants. Veuillez remettre les guinées jointes à votre cuisinière et à Pender qui a soigné mes chevaux. Je vous remercie encore une fois pour votre hospitalité et vous prie de croire en l'assurance de mes sentiments les meilleurs, ainsi que votre frère, avec toute ma gratitude, Stuart Bradley. » Tout en lisant, ce n'étaient pas les mots écrits par Lord Cheriton qui dansaient dans son esprit, mais ceux qu'il lui avait dit la nuit précédente. En fermant les yeux, elle avait l'impression qu'il était encore là, près d'elle, et elle croyait sentir la caresse de ses lèvres sur les siennes. Elle croyait entendre réellement sa belle voix chaude lui murmurer encore qu'il l'aimait. Wivina restait stupéfaite de la rapidité avec laquelle ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Mais elle se souvenait aussi que sa mère lui avait toujours dit que les choses se passeraient ainsi le jour où elle rencontrerait l'homme que le destin lui réservait. Elle se répétait tout bas, avec extase, « Je l'aime comme je l'aime ». Elle soupira, sortit les pièces de monnaie de l'enveloppe et descendit à la cuisine. Mrs. Briggs jeta de grandes exclamations de surprise en recevant la sienne. « Oh, une guinée! Mais rendez-vous compte, Miss Wivina, une guinée! C'est énorme! Jamais je ne serais entendu cela! Quel homme généreux! Surtout qu'il avait acheté lui-même les provisions pour son dîner! » « C'est en effet très généreux de sa part, remarqua Wivina. « Oui, vraiment, je regrette de ne pas l'avoir vu pour le remercier. C'est un vrai gentilhomme. D'ailleurs, son domestique en disait beaucoup de bien hier. » Wivina lui jeta un sourire malicieux. « Comme vous, je l'espère quand vous parlez de moi, n'est-ce pas, Mrs. Briggs ? Par exemple, est-ce que j'ai jamais fait autre chose ?» rétorqua l'excellente femme avec indignation. Mais elle s'arrêta court en s'apercevant que la jeune fille la taquinait. Elle secoua la tête. « Ce n'est pas bien de me faire marcher comme ça. Vous savez pourtant bien ce que je pense de vous et de M. Richard. Voyons, et que deviendrais-je si je ne vous avais pas ? Je me le répète bien souvent. » Wivina lui sourit et lui demanda. « Le petit déjeuner est-il prêt ? S'il l'est, il faut que j'aille chercher Richard. Vous savez comme il l'est. Il perd son temps à lire au lieu de s'habiller. Après, il est en retard pour aller prendre ses leçons. » Mrs. Briggs haussa les épaules en disant d'un ton réprobateur. « Il se perdra à la vue, je le lui ai toujours dit. Mais courez vite l'appeler, s'il aime les eaux refroidies, tant mieux pour lui, mais vous, Miss Wivina, vous les aimez chauds. J'y vais tout de suite. » La jeune fille s'enfuit dans l'escalier. Au courant,
Tout en montant les marches, elle pensait avec inquiétude à Lord Cheriton, mais l'angoisse qu'elle ressentait à l'idée des dangers qui le guettaient n'arrivait pourtant pas à étouffer le bonheur qui remplissait son cœur à l'idée qu'il l'aimait. Elle trouva Richard, comme prévu, à moitié habillé, assis sur son lit, en train d'essayer d'enfiler une chaussette tout en lisant les livres posés sur ses genoux. Elle se pencha prestement et referma le livre sous son nez en lui disant « Dépêche-toi, Richard, le petit déjeuner est prêt. Ce serait dommage de gâcher les bons œufs frais que tu as rapportés hier de la ferme. » « Sûrement, s'écria Richard avec enthousiasme, ce n'est pas une chose à faire. Et puis je pense aussi à la dinde que nous allons manger ce soir ou demain. »« Une dinde ? Comment ça ?» s'exclama Wivina au comble de l'étonnement. « Bien sûr, je l'ai acheté avec l'argent que le capitaine Bradley m'avait donné hier. Il m'avait recommandé de tout dépenser pour faire des provisions. Je ne me le suis pas fait dire 2 fois. Tu auras encore plusieurs poulets et un gigot d'agneau le jour où tu le voudras. » « Oh, Richard, pourquoi ne m'avoir rien dit ? Je croyais que tu n'avais rien acheté d'autre que les poulets, la crème et les œufs que tu as rapportés pour le dîner. » Richard prit un air entendu pour dire tout en nouant sa cravate « Avec 2 souverains, tu sais, on peut acheter des quantités de choses, ma sœur. » Wivina s'apprêtait à laisser éclater son indignation, puis elle se ravisa, devinant que c'était à son intention que le léopard avait eu ce geste, et elle sentit une grande tendresse l'envahir en pensant à sa délicatesse. Richard poursuivait son idée. Il lui demanda « Allons-nous manger la dinde pour le déjeuner ou pour le dîner ?» Elle soupira. « Nous allons avoir du mal à manger tout seul une dinde. Pourquoi dis-tu cela ? Serait-il parti ?» Le jeune garçon avait presque crié en posant cette question. Wivina répondit seulement « Oui, il est parti. »« Alors moi je ne ferai pas de promenade à cheval, » reprit Richard d'un ton déçu. Il ajouta avec rancœur « Je croyais pourtant qu'il était assez courageux pour ne pas céder à Farlow et se sauver devant lui. » Wivina répliqua sèchement « Il est brave, Richard, et il ne s'est pas sauvé. »« Alors veux-tu me dire pourquoi il est parti ?» demanda Richard d'un air arrogant et furieux. La jeune fille allait lui expliquer que le capitaine Bradley devait revenir les chercher tous les 2 pour les emmener quelque part où ils seraient en sécurité, mais elle se ravisa à temps, ayant brusquement l'intuition qu'il serait imprudent de mettre son frère au courant. Richard manquait souvent de discrétion, il était très impulsif à parler bien souvent sans réfléchir. Et Wivina savait pertinemment que si jamais Farlow lui posait des questions ou même se disputait avec lui, le jeune homme finirait par lui dire quelque chose qu'il aurait fallu taire. « Je suppose que le capitaine Bradley a agi par discrétion », se borna-t-elle à répondre en lui tournant le dos pour quitter la pièce. Elle entendit qu'il grognait d'un ton furieux. « C'est un soldat pourtant, il aurait dû être capable de tenir tête à ce cochon de Farlow. » Elle se garda de rien dire, mais elle songeait avec joie qu'il allait en effet les débarrasser de Geoffrey Farlow. Elle en avait la plus absolue certitude au fond d'elle-même. Pourtant, elle se sentait en même temps terriblement angoissée à la perspective de ce qui allait se passer. Elle connaissait trop les mœurs des contrebandiers et savait que ces brutes pourchassaient sans merci ceux qui se mettaient en travers de leur route, les torturaient et les assassinaient sauvagement. Elle ne pouvait se retenir de trembler en y pensant. Pas un mois ne se passait sans qu'une histoire horrible au sujet de leurs nouveaux méfaits ne circulât dans le village. Elle avait beau bavarder le moins possible avec les paysans, cela finissait quand même par lui arriver aux oreilles d'une façon ou d'une autre. Elle se sentait terrorisée plus que jamais. « Aidez-nous, mon Dieu !» se mit-elle à prier silencieusement, tout en ouvrant la porte de la salle à manger. Un plat d'œufs frits avait été apporté et laissé sur la desserte par Mrs. Briggs. Elle se servit immédiatement, sans attendre Richard, qui ne tarda pas à venir la rejoindre. Il était maussade parce qu'il ressassait sa déconvenue, ne pouvant se consoler d'être privé de sa promenade à cheval. Sa sœur jugea prudent de ne pas chercher à le consoler en lui confiant son secret. Ils mangèrent donc dans un silence absolu, puis Richard se leva de table et sortit sans même dire au revoir à Wivina. Elle ne lui fit aucune remarque, sachant bien que lorsqu'il était de cette humeur-là, il valait mieux ne rien lui dire et attendre, que sa colère passe d'elle-même. Elle le connaissait trop bien pour ne pas être certaine qu'à l'heure du déjeuner, il aurait retrouvé sa gaieté et son enthousiasme habituel. Néanmoins, la mauvaise humeur de son frère avait éteint sa joie intérieure, et quand elle se retrouva un moment plus tard à faire le ménage dans le grand salon vide, elle avait le cœur serré. Jamais elle ne s'était encore sentie aussi désespérément seule et abandonnée.
Ses yeux tombèrent sur le fauteuil dans lequel Lord Cheriton s'était assis la veille pour bavarder avec elle. Tous les détails de cet après-midi lui revinrent à l'esprit. Il lui semblait que le cours de sa vie avait été bouleversé dès l'instant où elle avait trouvé le visiteur dans cette pièce en rentrant du jardin. Jusqu'à cet instant, l'avenir lui avait paru tragique et sans issue. Elle ne voyait aucune possibilité d'échapper à l'emprise de Geoffrey Farlow. Il lui avait toujours semblé que seule la mort aurait pu la délivrer. Or, voici que ses prières désespérées avaient soudainement été exaucées, de la manière la plus imprévisible qui soit. Quand Lord Cheriton l'avait serrée dans ses bras pour l'embrasser, elle avait enfin entrevu la liberté. Elle avait compris qu'elle avait trouvé protection et sécurité, et qu'elle n'aurait désormais plus rien à redouter. Mais en se retrouvant seule le lendemain, elle se rendait compte que ce n'était pas aussi simple que cela. La terreur s'était de nouveau emparée de son cœur. Elle s'était même accrue, car elle ne tremblait plus seulement pour Richard et pour elle-même, mais également pour celui qu'elle aimait. « Stuart » répéta-t-elle plusieurs fois tout bas pour se donner du courage. Ce prénom viril lui plaisait à la rassurer, mais elle préférait encore penser à lui comme un léopard. Il était son léopard à elle, l'un des animaux les plus fiers et les plus invincibles de la création. « Mais je perds mon temps à rêver, finit-elle par se reprocher, et elle se mit à épousseter et à frotter les meubles avec acharnement. Les fleurs fanées avaient besoin d'être remplacées, mais elle décida qu'elle attendrait pour aller en cueillir que le brouillard se soit levé. Elle regarda par la fenêtre, elle ne voyait absolument rien dehors, il fallait attendre que le vent se lève pour emporter le brouillard que la marée de la nuit avait apporté à l'aube. Après avoir terminé le ménage du salon, Wivina alla ranger la bibliothèque. « Tiens, pensa-t-elle en y entrant, j'ai oublié de faire entrer le léopard ici quand je lui ai fait visiter la maison. » Il n'y avait rien d'étonnant à cet oubli car elle n'avait jamais aimé cette pièce. Elle avait toujours l'impression, quand elle s'y trouvait, que le souvenir de Lord Cheriton flottait encore dans l'atmosphère de cette pièce que son père avait pourtant exorcisée et bénie, comme les autres après la mort de cet homme détestable, abhorré de tout le monde. L'empreinte de cet être satanique ne s'était pas effacée. Wivina avait déplacé le meuble pour essayer de rendre la pièce plus plaisante. Elle regardait autour d'elle pour essayer de découvrir comment l'améliorer et elle s'aperçut, avec agacement, qu'il y avait de nombreux vides sur les étagères parmi les livres. Son frère les avait emportés dans sa chambre pour les lire, mais il avait naturellement négligé de les remettre en place. Soudain, elle s'exclama « J'ai trouvé, il faut un tapis et des rideaux neufs. L'aspect de la pièce serait complètement changé et je suis sûr que cela chasserait les dernières traces du souvenir de ce méchant homme. » Elle était ravie de son idée, mais elle se reprit immédiatement et se mit à se moquer d'elle-même gaiement. « Tu deviens complètement folle, ma pauvre fille. Voilà que tu veux des rideaux neufs. Autant espérer que les maçons viendront la semaine prochaine réparer la toiture et les plafonds qui sont en train de s'écrouler. Pourquoi pas ?» Tout en riant de sa folie, elle sentait son cœur se serrer. Elle était profondément attachée à cette vieille demeure. Et ce matin-là, en pensant qu'elle avait enfin l'espoir de la quitter et de trouver quelque part la sécurité, comme le léopard le lui avait promis, elle savait qu'elle regretterait toujours Lord Scroll. Partir pour vivre auprès de son léopard bien-aimé lui donnait l'impression de partir pour le paradis. Et cependant, elle sentait qu'un peu de son cœur resterait dans la vieille demeure. Elle aurait voulu pouvoir la remettre en état, lui rendre sa gloire perdue. Il lui semblait que le mur en ruine lui parlait, la suppliait de leur redonner l'éclat qu'ils avaient eu quand ils étaient ceux de la plus belle gentilhommière de tout le comté. Wivina se secoua. « Je crois que je suis stupide avec cette maison, » conclut-elle en quittant la bibliothèque d'un pas ferme. Elle se laissa pourtant encore attendrir au passage par l'élégance de la volée des marches du vieil escalier et par les tableaux accrochés sur les murs fanés. Il lui semblait que toutes ces choses lui adressaient un message. « Il faudra que j'en parle au léopard, » pensa-t-elle. Elle éprouvait soudain l'immense besoin de lui parler, de lui confier ses plus secrètes pensées, toutes ses aspirations, de les confronter avec les siennes. Ils avaient passé si peu de temps ensemble qu'ils ne s'étaient presque rien dit. Mais elle se sentait persuadée au fond d'elle-même qu'ils devaient se ressembler.
Pourtant, elle se sentait presque effrayée en se rendant compte brusquement qu'elle ignorait tout du léopard. Sa conduite à elle, ses pensées, sa confiance la stupéfiaient. Comment pouvait-elle avoir donné tout cela à cet homme qui n'était qu'un inconnu, un étranger et qu'elle n'avait vu que pendant si peu de temps? Qui pourrait croire qu'ils avaient pu tomber amoureux l'un de l'autre si vite? Elle se rassura néanmoins en pensant à ses parents, dont les deux âmes semblaient vouées l'une à l'autre depuis le commencement des siècles et pour l'éternité. Le temps, ni aucune autre chose, n'avait jamais compté pour eux, mais un indissoluble amour liait leurs cœurs et leurs esprits. Wivina sourit au souvenir de cet exemple réconfortant. Elle murmura enfin défendue. « C'était mon destin, et je ne peux rien y changer. » Le bruit des pas d'un cheval qui s'arrêtait devant la porte d'entrée l'attira de sa rêverie. Elle sursauta, se demandant si le léopard était déjà de retour, et son cœur se mit à battre très vite. Mais c'était absolument invraisemblable, et elle le comprit aussitôt. Elle n'avait d'ailleurs pas de peine à deviner quel était son visiteur ce matin-là. Aussi se précipita-t-elle vers l'escalier pour remonter. Elle n'était arrivée qu'à la moitié de l'étage, quand la porte du hall s'ouvrit brutalement pour donner passage à Geoffrey Farlow. Elle avait levé la tête et l'avait vu aussitôt. Il cria d'un ton autoritaire. « Wivina, je suis très occupée, je n'ai pas le temps de vous recevoir maintenant, » répondit-elle en toute hâte. « Il faudra tout de même que vous trouviez le temps de me parler, parce qu'il vient d'y avoir un accident. » Wivina eut l'impression que les murs tournaient autour d'elle. Elle s'agrippa à la rampe en répétant « Un accident? Quel accident ?» Elle avait l'impression que son cœur était pris dans un étau. Un froid glacial l'avait envahi. Elle ne connaissait que trop bien la signification que les gens de Lard School donnaient à un mot « accident ». « Oui, un accident », repartit Farlow qui ajouta d'un ton réticent. « Richard vous demande. »« Richard ?» Wivina avait jeté ce cri étouffé d'un tel ton de surprise que Geoffrey Farlow la considéra d'un œil défiant. « Et de qui d'autre aurait-il pu s'agir puisque je suis venu vous prévenir ? Mais Richard est au presbytère. Non, il n'y est pas allé ce matin. » Wivina avait l'air affolée. « Que s'est-il passé? Que s'était-il fait écraser? » « Dites !» Elle imaginait avec horreur Richard roulant sous les sabots du cheval d'un phaéton dont les roues lui passaient ensuite sur le corps, dans l'étroite rue principale du village. La chose était déjà arrivée l'hiver passé. Un enfant s'était fait écraser ainsi. Il était mort dans d'atroces souffrances. Geoffrey Farlow se contenta pourtant de dire, d'un ton pressant, à la jeune fille « Il vaudrait mieux que vous alliez voir par vous-même ce qui s'est passé. » Elle se raidit pour répondre « Bien sûr. » Puis elle redescendit les marches aussi vite que son émotion le lui permettait. Elle avait l'impression de ne plus avoir de jambes pour la porter. Geoffrey Farlow la regardait sans dire un mot. Mais quand elle l'eut rejoint, il déclara « Prenez un manteau, il fait très humide dehors, et peut-être même va-t-il pleuvoir, vous en aurez besoin. » « Mon manteau, ah !» répéta-t-elle avec ahurissement. « Je vais le prendre moi-même, » déclara péremptoirement Farlow, qui se tourna vers le grand placard de chêne foncé qui était derrière lui. Avec la familiarité de quelqu'un qui connaît bien les lieux, il l'ouvrit et décocha la vieille cape noire que Wivina portait en hiver. Les tissus étaient tout élimés, mais elle n'en avait pas d'autre. La jeune fille tendait déjà la main pour saisir le vêtement quand elle se ravisa. « Il faut que je demande à Emma d'aller préparer la chambre de Richard pour qu'elle soit en état quand nous le ramènerons. Je n'avais pas encore eu le temps de la remettre en ordre ce matin, » dit-elle à Farlow, tout en se dirigeant en courant vers le couloir qui desservait l'office et les cuisines. Il essaya de la retenir en l'interpellant. « Non, Wivina, c'est inutile, attendez. » Il avait fait un pas en avant en agitant la main, mais elle était déjà loin et elle ne l'avait même pas entendu. Elle se résigna et resta debout au milieu du hall à l'attendre. Un pli sombre barrait son front. Son visage avait une expression dure. Il réfléchissait profondément. Wivina revint très vite. « J'ai prévenu Emma, dites-moi, est-ce sa mauvaise jambe ? Il vaut mieux que vous veniez avec moi pour voir ce qui est arrivé, » dit-il évasivement, tout en lui mettant sa cape sur les épaules. Dehors, ils trouvèrent 2 chevaux qui les attendaient. Le vieux Pender les tenait par la bride. Wivina en fut très surprise. Elle croyait que Farlow aurait pris une voiture ou même l'élégant phaéton qu'il avait acheté récemment, qu'il conduisait à une folle allure à travers le village pour éblouir le voisinage. Mais elle n'avait pas de temps à perdre et ne posa pas de questions à Farlow, qui l'aida à se mettre en selle rapidement. Elle évita même de lui laisser voir combien le contact de ses mains lui déplaisait. Elle se demandait depuis combien de temps l'accident avait pu avoir lieu. En voyant que Farlow avait eu le temps de se procurer une selle pour elle, pourtant, réfléchissait la jeune fille, cela ne fait guère plus d'1 heure que Richard a quitté la maison. Le brouillard était très dense.
Farlow trottait juste devant elle pour que son cheval suive le sien. Tout ce qu'elle avait de mieux à faire était de ne pas le quitter des yeux pour ne pas s'égarer. La jeune fille fut étonnée de voir qu'il coupait à travers champs, tant elle s'était persuadée que c'était au village que Richard avait eu cet accident. Mais elle ne posa pas d'autres questions, sachant que cela ne changerait rien et ne servirait même à rien, puisque Geoffrey Farlow n'avait aucune chance de l'entendre à cause du brouillard qui étoufferait ses paroles. Cependant, ils chevauchèrent si longtemps que Wivina commença à s'affoler et se demander ce qui avait bien pu se passer. Elle en vint à supposer que Richard avait dû s'enfuir pour commettre une immense sottise, parce qu'il était furieux du départ du capitaine Bradley, qui le privait de monter les chevaux de leur hôte. Au lieu d'aller prendre sa leçon au presbytère, pensa-t-elle, il a dû aller trouver Farlow chez lui pour lui demander de lui prêter un de ses chevaux. Richard avait déjà fait cela quelquefois et Wivina avait dû intervenir pour que la chose cessât. Elle avait sévèrement interdit à son frère, sachant que Geoffrey Farlow avait une mauvaise influence sur Richard. Il essayait par tous les moyens de se concilier ses bonnes grâces pour que le jeune homme lui soit favorable et influence sa sœur en sa faveur. Comme je serais fâchée si Richard a encore fait cela exprès pour me contrarier, se répétait-elle. Elle aurait bien voulu comprendre où elle allait, mais il y avait trop de brouillard. Heureusement, Geoffrey Farlow semblait être sûr de connaître le chemin. Il n'avait pas tourné la tête une seule fois et n'avait pas tenté de lui dire un seul mot depuis leur départ de Lark's Hall. Wivina se sentait découragée par la brume épaisse et humide qui collait sur son visage. Elle prit le parti de rabattre le capuchon de sa cape devant son visage pour se protéger et de se laisser conduire par son cheval qui suivait celui de Farlow. Tout à coup, elle entendit le murmure de la mer et le fracas des vagues se brisant sur les rochers. Elle était stupéfaite, ne comprenant plus. Elle se mit à crier. « Où allons-nous » Mais en vain, c'était comme si le brouillard la bâillonnait, renvoyant ses paroles au fond de sa gorge. Geoffrey Farlow ne l'avait pas entendue. Pourtant, elle hurlait presque. Découragée, elle remuait la même question dans sa tête. Comment Richard a-t-il pu venir aussi loin? Comment? Il semblait impossible qu'il eût le temps de le faire, même en prenant un cheval dans l'écurie de Geoffrey Farlow. Elle se mit à éperonner désespérément son cheval pour rejoindre Farlow et marcher à sa hauteur, de façon à pouvoir lui demander des explications. Elle n'en eut pas le loisir. Des hommes avaient surgi de toutes parts et les entouraient. Il n'y avait pas besoin de les regarder deux fois pour reconnaître que c'était la troupe des contrebandiers. Geoffrey Farlow avait immobilisé son cheval et celui de Wivina. Il sauta vivement à terre et s'approcha de la jeune fille qui lui demanda avec angoisse: « Que se passe-t-il? Pourquoi sommes-nous venus par ici? Où est donc Richard ?» Elle parlait d'un ton saccadé, avec affolement. Son regard se posa sur le visage de Geoffrey Farlow. La lueur de triomphe qu'elle y découvrit paralysa les battements de son cœur. Elle eut de la peine à trouver la force de murmurer d'une voix presque intelligible: « Que se passe-t-il? »« Vous allez faire un gentil petit voyage, ma chère, » répondit Farlow avec désinvolture. Le mauvais sourire que grimaçaient ses lèvres en prononçant ces mots arracha un gémissement à Wivina. Elle balbutia: un voyage? Où? Où? En France. Je suis certain que ce pays vous plaira. Mais Richard, ne m'aviez-vous pas dit que... Richard... Il interrompit. Richard est déjà à bord. Alors, venez le rejoindre, il vous attend impatiemment. Un piège. C'était un piège. En un éclair, elle l'eut compris. Elle fit un effort désespéré pour s'enfuir, tourne en bride. Elle épronna son cheval, mais c'était trop tard. Un des hommes s'était emparé de la bride et la maintenait sur place, pendant que Geoffrey Farlow la saisissait par la taille et la déposait sur le sol. Elle protesta. « Je ne partirai pas avec vous, sachez-le. Laissez-moi rentrer à la maison immédiatement. » Elle la regarda au fond des yeux et répondit tranquillement: « De deux choses l'une. Ou vous monterez à bord sagement de plein gré, ou bien je vous y porterai de force, même si je dois vous assommer pour le faire. Mais vous partirez avec moi, Wivina. » Les yeux de la jeune fille étaient élargis par la frayeur. Elle lisait clairement sur le visage de Geoffrey Farlow qu'il était résolu à mettre sa menace à exécution. Les contrebandiers faisaient cercle autour d'eux, attendant ce qui allait se passer. Wivina les connaissait presque tous. Elle se rendait compte que toute lutte, toute tentative pour s'échapper resterait vaine. Geoffrey Farlow n'avait qu'un mot à dire pour que les hommes se jettent sur elle et la maîtrisent. Il était assuré d'être obéi sur le champ. Seule sa fierté l'empêchait d'éclater en sanglots. Elle déclara d'un ton ferme: « Je vous méprise, je vous hais. Cependant, si vous m'affirmez que Richard est sur ce bateau, je vais monter à bord. » Le méchant sourire de Geoffrey Farlow reparut sur ses lèvres, tandis qu'il répondait d'un ton goguenard: «
Je savais bien que vous vous y déciderez. Mais Wivina s'écartait de lui. Elle s'enfuit vers le rivage, silencieusement, comme si elle allait au poteau d'exécution. Les contrebandiers s'empressèrent de courir en avant. Elle descendit derrière eux les 3 sentiers escarpés qui menaient à la crique. En bas de la falaise, elle allait lentement, ayant peur de glisser sur la roche mouillée. Elle aperçut enfin, se balançant sur son ancre, à quelques basses du rivage, le lougre qui les attendait. Quand elle fut au bord de l'eau, Wivina hésita, ne sachant plus quoi faire. Presque aussitôt, la voix de Geoffrey Farlow résonna derrière elle. Elle lança un ordre, et avant qu'elle eût le temps de comprendre, un contrebandier l'avait prise dans ses bras, soulevée du sol et emportée. Elle se retint de hurler. L'homme marchait lentement dans l'eau, le soulevant très haut pour éviter que ses vêtements soient mouillés. Elle finit par reconnaître ce garçon. C'était un neveu de Mrs. Briggs. Elle sentit une infinie tristesse l'envahir. « Oh, Clem, lui dit-elle, comment pouvez-vous me faire une chose pareille? À moi, est-ce possible ?» Il répliqua avec simplicité. « Moi aussi, Miss Wivina, je suis désolé pour vous, mais les ordres sont des ordres, vous savez, et je ne peux pas désobéir. » C'était hélas vrai. Wivina ne le savait que trop. Elle ne dit plus rien. Clem avait de l'eau jusqu'aux cuisses quand ils atteignirent le Lougre. L'embarcation était ancrée au milieu de la petite baie, mais les voiles étaient repliées. C'était un bateau beaucoup plus important que ce à quoi s'attendait Wivina. Clem l'aida à monter à bord. Les contrebandiers étaient nombreux à s'affairer sur le pont pour préparer le départ du bateau. Wivina entendit la voix détestable de Geoffrey Farlow. Il venait de monter à bord derrière elle. Il lui criait « Je pensais ne vous faire monter à bord que ce soir. » Wivina se retournait et elle fut amusée, malgré elle, de constater que Farlow s'était fait porter, lui aussi, par un de ses hommes. Il avait certainement eu peur de mouiller ses belles bottes de cuir. Elle lui dit d'une voix grave « Vous n'avez pas le droit de m'emmener sur ce bateau. » Il prit un ton narquois pour répondre « Il fait un temps parfait pour ceux qui veulent naviguer sans être vus. »« Oh, ça c'est votre problème, ce n'est pas le mien, » rétorqua-t-elle. Toujours agressive. « Je vois, » s'exclama-t-il. « Allons, faites-vous une raison, et profitez donc du plaisir que je vous offre. Toutes les femmes seraient ravies à votre place d'avoir l'occasion d'aller faire un petit tour en France. »« Je ne suis pas comme les femmes que vous avez l'habitude de fréquenter, » répliqua-t-elle. « Dites-moi où est mon frère. »« Dans la cabine, en bas. » Il lui tendit la main pour l'aider à traverser le pont, mais elle s'écarta de lui et passa la première. Elle devinait aisément où pouvait se trouver la cabine du bateau et s'engaga dans l'escalier y conduisant. C'était une belle cabine assez vaste. En y pénétrant, elle aperçut immédiatement son frère assis sur la banquette tout au fond. Richard poussa une exclamation en voyant Wivina. Il avait les bras liés avec des cordes et un bâillon serré devant la bouche. En voyant cela, Wivina eut un cri de rage. Elle se précipita vers lui en se désolant. « Richard, oh mon petit Richard, le pauvre !» Elle se retourna vivement vers Geoffrey Farlow, qui l'avait suivi, et lui dit avec indignation « Comment avez-vous osé traiter ainsi mon frère ? C'est de sa faute. Il s'est débattu comme un coq en colère, et il faisait tant de tapage qu'il aurait réveillé un mort. Tant mieux, et j'espère que les patrouilles de surveillance l'auront entendu et que les soldats viendront vous arrêter. Il a bien fait. » Geoffrey Farlow ricana. « Et nous ne ferons rien du tout pour le moment. Nous ne passons rien de répréhensible. Une jolie dame n'est pas une marchandise frauduleuse. Libérez immédiatement Richard, » ordonna Wivina d'un ton sec. « Vos désirs sont des ordres, » répondit Farlow d'un ton gouailleur, tout en retirant le bâillon de Richard dont il défit ensuite les liens. « Soyez maudit, Farlow, » s'écria Richard dès qu'il fut libre de parler. « Vous m'avez brutalisé, vous n'aviez pas le droit de m'amener ici de force. » Farlow répondit d'un ton flegmatique et moqueur. « Il n'y a pas de quoi faire tant d'histoire, parce que je vais offrir une petite partie de plaisir à votre sœur. En outre, je suis persuadé que vous tenez à assister à son mariage. »« Comment ?» protesta Wivina d'une voix étranglée. Farlow ne la laissa pas parler. Il lui annonça en la fixant au fond des yeux. « Nous allons célébrer notre mariage en France. Parfaitement, Wivina. C'est beaucoup plus facile là-bas qu'ici. Il n'y a pas besoin de publier les bans d'avance, ni d'aller faire tous ces salamalek à l'église. Il suffit d'aller à la mairie et de passer devant monsieur le maire. » Wivina retint sa respiration. Elle dit avec fermeté « Je ne vous épouserai pas, Geoffrey Farlow. Vous le savez fort bien, je ne me marierai pas avec vous, ni devant un maire français, ni à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Vous vous marierez avec moi parce que vous n'avez pas le choix. Vous avez encore bien de la chance que je vous offre le mariage. Beaucoup d'hommes ne le font pas dans les circonstances où nous sommes. Demandez donc à votre frère ce qu'il en pense. » Elle avait fini, tout en parlant, de détacher les cordes qui retenaient Richard.
Le jeune garçon se frottait les poignets pour rétablir la circulation. Wivina s'était détournée. Elle se sentait malade d'effroi en comprenant ce qui allait lui arriver. Elle n'avait pas besoin que Farlow entre dans les détails. Elle comprenait qu'elle était à sa merci. Il la tenait entre ses griffes et ne la lâcherait plus. Elle était sa prisonnière. Il fallait se rendre à l'évidence et appeler les choses par leur nom. Elle n'avait aucune échappatoire, ou bien elle acceptait de l'épouser, ou elle n'avait plus qu'à s'apprêter à subir le pire des destins. Elle se répétait tout bas, en elle-même, avec désespoir. « De toute façon, je suis perdue. » Elle avait envie de crier au secours, de hurler. Elle aurait voulu pouvoir monter sur le pont, aller trouver les hommes du village qui la connaissaient depuis sa petite enfance pour les supplier de l'aider et de la sauver, mais cela n'aurait servi à rien. Elle savait qu'ils refuseraient tous de la protéger parce qu'ils étaient terrorisés par Geoffrey Farlow et lui obéissaient toujours sans discuter. Richard la tira de ses réflexions. « Alors, Wivina, que faisons-nous » demanda-t-il. Elle regarda autour d'elle. Geoffrey Farlow n'était plus là. Ils étaient seuls, Richard et elle. Elle se mit à pleurer. « Oh, comment une pareille chose a-t-elle pu arriver, Richard ? Comment est-ce possible ? Comment t'ont-ils amené jusqu'ici ? Je n'avais fait qu'une centaine de mètres sur le chemin en quittant la maison, lorsqu'un homme est sorti du couvert des arbres où il se tenait caché. Je ne l'avais pas reconnu tout de suite, mais ensuite je me suis aperçu que c'était le frère de Lockett. Tu sais, le forgeron de Havant. Oui, je le connais. Il m'a dit que Farlow voulait me voir. Je lui ai répondu que je n'avais pas le temps de m'arrêter parce que j'allais au presbytère. J'ai eu à peine le temps de lui répondre, il m'a tout de suite saisi à bras le corps, puis il m'a chargé sur ses épaules et s'est mis à marcher très vite. Je me suis mis à hurler et à me débattre, je le frappais aussi fort que je pouvais. Alors 2 autres hommes sont venus à la rescousse, ils m'ont ficelé et bâillonné. Puis ils m'ont attaché sur la selle d'un cheval pour m'amener jusqu'au bateau. Richard se tut quelques instants avant de poursuivre d'un ton tragique. Ce n'était pas seulement très inconfortable, tu sais, Wivina, mais c'était vraiment très humiliant. La jeune fille s'assit auprès de lui sur la banquette et passa le bras autour de son cou avec tendresse. « Je suis désolé, mon petit Richard, car j'ai bien peur que tout cela ne soit arrivé à cause de moi. C'est dommage que tu sois aussi jolie. Si tu étais laide, ce Farlow te laisserait en paix, constata naïvement Richard, qui ajouta anxieusement. Qu'allons-nous faire ? Elle soupira. Mais que pouvons-nous faire ? Le jeune homme regarda ses bras d'un air dolent. Mes poignets me font mal, ils m'ont arraché la peau avec leurs cordes. Ma jambe me fait mal aussi, ils l'ont malmené en me jetant sur la selle. Wivina le regardait avec compassion, car elle comprenait parfaitement que c'était avant tout l'orgueil de son frère qui avait été blessé et le faisait souffrir. Elle lui dit la seule chose qu'elle pouvait lui dire pour qu'il se ressaisisse. « Cela me fait beaucoup de peine, Richard, mais tout de même je suis bien contente que tu sois là, tu sais. Si je m'étais retrouvée toute seule sur ce bateau, ce serait absolument terrifiant pour moi. » Richard prit un ton plus viril. « Le capitaine Bradley m'a expliqué que je devais veiller sur toi et te protéger. Malheureusement, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais bien faire pour le moment. » Wivina répondit aussitôt. « Que penses-tu qu'il va faire quand il découvrira que nous sommes partis ?» Richard sursauta, lui jetant un regard soupçonneux. « Que veux-tu dire, Wivina ? Il va revenir ?» Sa sœur fit oui de la tête. « Mais il ne pourra jamais savoir où nous sommes, se lamenta Richard. »« Oh, j'espère bien qu'il le devinera, » répliqua Wivina. « J'ai eu le temps de dire à Emma que tu avais eu un accident et que M. Farlow m'emmenait te chercher. Mais crois-tu qu'il pourra deviner que nous sommes partis pour la France ?»« Je l'espère, oh oui, je l'espère de tout mon cœur, » répliqua Wivina avec feu. Pourtant, en elle-même, elle se disait que son espoir était bien inconsidéré, car en France, les léopards ne pourraient certainement plus rien pour les défendre. Elle fut tirée de sa méditation par le bruit des chaînes. On remontait les ancres et le bateau commençait à remuer. Les voiles avaient été hissés, ils entendaient les allées et venues des marins au-dessus de leur tête, et il leur semblait que tous ces pas leur martelaient le cœur. Wivina saisit la main de son frère et la serrait très fort. « J'ai peur, lui dit-elle. Pourtant, j'espère encore que le capitaine Bradley viendra nous sauver. Il faudrait qu'il soit d'une intelligence peu commune. » Pour y parvenir, répondit le jeune homme d'un ton désespéré. Lord Chilton avait pris à travers bois, comme la veille, quand il avait voulu s'approcher incognito de l'Arsquale. Mais au lieu, cette fois, de se diriger vers le fond de la vallée, il avait décidé d'arriver par le côté et avait fait prendre à la petite troupe qu'il commandait un sentier détourné connu de lui seul. Quand il avait quitté l'Arsquale, en compagnie de Nichols, le matin il avait déjà arrêté son plan.
Il n'avait rien de mieux à faire que d'aller à Havant, où il savait trouver une troupe de dragons qui stationnait là dans leur garnison d'été. C'était le Premier ministre qui lui en avait fait part. À Londres, avant son départ, il lui avait expliqué. C'est très commode d'avoir des troupes cantonnées là pour les villes de la région, Portsmouth, etc. Vous pourriez donc, en cas de besoin, utiliser ces troupes, mais je ne pense pas que la chose se présente. Mais Lord Cheriton avait à faire face à un cas d'urgence. Il avait découvert l'existence d'un complot pour faire revenir Napoléon dont il devait faire part au Premier ministre. Le plus urgent était de s'emparer de Tom Johnson et de son acolyte Geoffrey Farlow et de les mettre derrière les barreaux d'une prison au plus tôt. Il avait pu se rendre compte que le gang de Lard Squall était important, plus important qu'on ne le pensait, et il estimait qu'il ne devait pas limiter sa mission à son enquête. Il avait le devoir immédiat, après ce qu'il avait appris, d'agir afin que la justice s'en termine avec le réseau des Larks et des Bleus. Le plus tôt serait le mieux, car il fallait libérer les populations locales du climat de terreur dans lequel elles vivaient. Lord Cheriton avait pris sa décision avec sa rapidité d'esprit habituelle. Il n'était pas homme à attendre que l'herbe ait poussé sous les sabots de son cheval quand il était possible d'agir. Il était donc parti avec Nichols à toute allure vers le camp des dragons. Et tout en éprenant sa monture, il avait dressé son plan et préparé le courrier qu'il allait adresser au Premier ministre en descendant de cheval. Par chance, l'officier qui commandait les dragons au camp de Havant était un homme qu'il avait bien connu. Ils avaient été compagnons d'armes dans l'armée de Wellington en Espagne et en France. Il l'avait joyeusement accueilli. « Cheriton, par exemple, quel bon vent vous amène dans nos parages !» s'était-il écrié en le voyant descendre de cheval en compagnie de son fidèle Nichols. Lord Cheriton l'avait entraîné sans perdre un instant vers sa tente pour pouvoir lui parler tranquillement en lui disant d'un air grave « J'ai quelque chose d'extrêmement important à vous confier, mon cher Okehampton. » Après avoir écouté le récit que Lord Cheriton lui avait fait, le général Okehampton s'était exclamé « Si je ne vous connaissais pas comme je vous connais, Cheriton, si je ne savais pas que vous êtes sobre comme le chameau, je serais convaincu que vous avez bu ou que vous avez été ensorcelé. On a peine à croire des choses pareilles. Je vous assure pourtant que je n'ai pas ajouté un seul mot à la vérité, déclara Lord Cheriton d'un ton sombre. Naturellement, et je vous crois entièrement. D'ailleurs, j'étais au courant des activités des contrebandiers. Je savais que leur réseau était particulièrement bien organisé dans cette région. Mais jamais je n'aurais pu imaginer un instant qu'il pouvait être de connivence avec les bonapartistes. Ce complot, c'est inimaginable. Enlever Napoléon. Lord Cheriton secoua la tête, il prit un ton ironique. Ces hommes ont toutes les qualités requises pour réussir ce genre de mission. Ils sont des navigateurs hors classe. Ils ont une audace que rien n'arrête, ils se moquent de toutes les lois et ils sont experts dans la construction des bateaux. « Qu'avez-vous décidé de faire, au fait ?» demanda le général Okehampton. « Il me faut 30 de vos meilleurs hommes et autant que possible choisis parmi ceux qui ont servi en France, » répliqua sans hésiter Lord Cheriton. « C'est facile, je vais vous le donner. Avec leurs armes et leurs montures, précisa Lord Cheriton. « Cela va de soi. » Lord Cheriton se mit à lui expliquer. « Un bateau doit apporter une cargaison dans la nuit. J'ai établi mes plans pour m'en emparer et pour capturer les 2 chefs du gang de Larks. Je vous laisserai donc faire, Cheriton. Je connais votre habileté depuis longtemps. Votre plan réussira, je vous fais confiance. » Le général Okehampton laissa ensuite Lord Cheriton à son courrier. Le rapport qu'il écrivit pour le Premier ministre fut aussitôt confié à un officier qui avait ordre de chevaucher d'une seule traite jusqu'à Londres et de le remettre au Premier ministre en main propre. Lord Cheriton s'occupa ensuite de passer en revue les soldats qui allaient partir avec lui. Après leur avoir posé diverses questions, il leur expliqua son plan. Il tenait à ce que tous les hommes soient au courant de ce qui se passait au cours d'un combat, afin qu'ils soient capables de prendre de bonnes initiatives au moment opportun, s'il le fallait. C'était un principe auquel il tenait. Il l'avait expérimenté pendant les campagnes qu'il avait faites dans l'armée de Wellington, et il avait compris que c'était une chose essentielle. Il était très satisfait des hommes qui lui avaient été donnés. 2 d'entre eux étaient des léopards normands, qu'il avait eus sous ses ordres en France. Ce qui lui plaisait, c'était l'enthousiasme qu'ils avaient manifesté à la perspective de cette petite expédition. En fin d'après-midi, la petite troupe était arrivée à proximité de Larkswell, avançant toujours sous le couvert des bois. Lord Cheriton avait repassé son plan des dizaines de fois dans sa tête, et il lui semblait ne rien avoir négligé.
Il était dévoré d'impatience car il était furieusement pressé d'en finir avec les contrebandiers pour avoir enfin le droit d'aller retrouver Wivina au château. Il n'était pas en effet homme à se permettre de penser à son bonheur personnel avant d'avoir entièrement accompli son devoir de soldat. La première chose à faire, à ses yeux, restait de débarrasser le village du gang et en même temps de la terreur tyrannique que subissait toute la population de la contrée. À l'heure où le soleil commençait à décliner, les hommes qui s'étaient jusqu'alors reposés à l'ombre des arbres se préparèrent au combat. Ils étaient bien décidés et fin prêts pour cet affrontement sans merci auquel ils s'attendaient. Lord Cheriton les avait dûment avertis, estimant qu'il ne fallait pas que les soldats puissent sous-estimer leurs adversaires. Il voulait qu'ils se battent avec la dernière férocité, avec une cruauté encore plus grande que celle qu'il avait autrefois exigée de ses troupes de léopards quand il faisait la guerre sur le continent. Les hommes savaient donc à quoi s'attendre. Les contrebandiers se battraient certainement avec le courage du désespoir, car ils avaient tout à perdre. Il était évident qu'ils préféreraient mourir que de se laisser capturer pour être pendus, ou même, dans le cas où la justice se laisserait encore intimider, envoyés au bagne. Les contrebandiers savaient très bien que, si l'armée intervenait, ils ne pouvaient plus s'en tirer à bon compte. Comme auparavant, quand ils avaient eu affaire aux officiers des douanes ou à la police montée, ils n'avaient plus aucune chance d'échapper au châtiment. Les hommes de Lord Squell le comprendraient immédiatement dès qu'ils verraient les dragons de Lord Cheriton. Dès que le soleil fut couché, les soldats purent enfin se remettre en marche sans être repérés dans l'obscurité. Ils étaient tout près du but, mais Lord Cheriton tenait à conserver le plus longtemps possible le bénéfice de l'effet de surprise. Il leur fit donc laisser les chevaux soigneusement cachés dans le petit bois où ils venaient si souvent jouer quand il était enfant. Ensuite, il leur fallut avancer en rampant entre les arbres et les buissons, comme il l'avait fait lui-même la veille, pour prendre position autour de la crique sur la falaise, sans se faire remarquer. Il fallait s'attendre à trouver des sentinelles postées un peu partout, puisque l'arrivée d'une cargaison était attendue pour la nuit même, à moins que la longue impunité dont ils jouissaient n'ait fini par endormir la prudence des contrebandiers. Quoi qu'il en soit, Lord Cheriton ne voulait rien laisser au hasard, aussi avait-il enjoint à ses hommes qui traversaient le bois d'avancer avec la prudence des peaux-rouges. Il avait pris la précaution d'envoyer quelques soldats se poster de l'autre côté du village sous la conduite d'un sous-officier, avec la consigne de tomber sur les bandits en survenant de l'ouest. Nichols avait absolument tenu à participer à l'opération, et Lord Cheriton n'avait pas eu le cœur de lui refuser cet honneur. Lorsqu'il lui avait fait remarquer qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il risque sa vie ce jour-là, à moins qu'il n'ait envie de mourir, Nichols lui avait répondu avec la dernière fermeté « Je vais partout où vous allez, my lord. » Touché, Lord Cheriton avait rétorqué « C'est bon, Nichols, fais comme tu voudras, mais prends garde à ne pas te laisser tuer ou blesser. Je n'ai pas envie d'être obligé de chercher un autre valet de chambre. » « Je ne vous jouerai pas un si mauvais tour, » répliqua en riant Nichols. Lord Cheriton était en fait très content de l'avoir auprès de lui, et lui était reconnaissant de son dévouement. Il leur semblait à tous qu'il rampait depuis des heures vers la crique, où Lord Cheriton avait entendu les voix de Tom Johnson et de Geoffrey Farlow. Il devait redoubler de précaution et d'attention, car ils étaient tout de même assez nombreux. Lord Cheriton avait réparti sa troupe en deux groupes de 15 à 20 hommes qui devaient attaquer, l'un à l'est, l'autre à l'ouest. Il avait estimé ce nombre suffisant pour s'emparer des contrebandiers. Ce soir-là, les hommes sur qui ils allaient tomber seraient ceux qui venaient de France. Au fond de lui-même, Lord Cheriton préférait que ce soit ceux-là plutôt que ceux appartenant à la population de Lord Squell. D'après ce qu'il avait compris, si Farlow n'avait pas changé d'avis, l'équipe de Lord Squell avait dû lever l'ancre à destination de la France, le matin même avant l'aube, ou bien au début d'après-midi s'ils avaient été contraints d'attendre la marée suivante. Elle avait appris que depuis la veille, la contrée était plongée dans un brouillard épais qui était providentiel pour des opérations de contrebande. Le brouillard qui avait persisté ce jour-là sur la mer s'épaississait depuis que la nuit était tombée. C'était évidemment très avantageux pour les activités des contrebandiers. Lord Cheriton était bien persuadé que tous les contrebandiers de la côte devaient s'en servir pour dérober plus facilement les allées et venues de leurs bateaux chargés de marchandises. Une heure de temps passa, puis une seconde. Lord Cheriton commençait à se demander avec inquiétude
si Tom Johnson n'avait pas changé de plan. Quand il entendit enfin le bruit de la caravane de poneys qui traversait la prairie avant de descendre jusqu'à la plage, les contrebandiers qui les convoyaient marchaient en silence, exactement comme la première fois où Lord Cheriton les avait observés. Il resta couché sur le sol et attendit encore. Il pensa qu'ils étaient arrivés plus tard qu'à l'accoutumée. Il avait raison. Les poneys attendaient depuis plus de 20 minutes quand les hommes commencèrent à descendre le sentier de la falaise et à s'agiter sur la plage. Lord Cheriton devina la présence d'un bateau dans la baie. On entendait maintenant les ordres que se lançaient les contrebandiers. Quelques instants plus tard, les premiers porteurs apparurent en haut du sentier et se précipitèrent avec leurs fardeaux pour les arrimer sur les poneys. Lord Cheriton ne bougeait toujours pas. Il attendait encore et ne voulait pas risquer, par excès de précipitation, de voir le bateau lui échapper en emportant des contrebandiers à son bord, car il tenait à faire Tom Johnson prisonnier. Soudain, au moment même où il s'apprêtait à révéler la présence de sa troupe, le vent se leva sur la mer et emporta la brume, exactement comme si Lord Cheriton en avait donné l'ordre. Il sentit l'air frais lui caresser le visage, et quand il leva les yeux vers le ciel, tout aussitôt, il vit des étoiles briller dans un ciel dégagé. Alors il cria immédiatement « Contrebandiers, vous êtes cernés, rendez-vous, sinon nous allons tirer !» Il y eut un moment de panique parmi les hommes occupés à charger les marchandises sur les poneys, puis on entendit un coup de pistolet claquer et l'obscurité fut traversée par un petit jet de flammes. Un coup de feu tiré du côté des contrebandiers y répondit, et une balle siffla aux oreilles de Lord Cheriton. Ces dragons ouvrirent le feu, et ensuite ce fut la confusion et le tumulte de la bataille. Tout fut terminé en quelques minutes. 8 des contrebandiers gisaient morts sur le sol, les autres étaient tous blessés. Ceux qui restaient debout jetèrent leurs armes. Les soldats n'avaient plus qu'à les attacher solidement avec des cordes pour qu'ils ne puissent s'échapper. Il n'y avait pas eu de pertes parmi les dragons. Il n'y avait que 2 blessés, dont l'un au visage, l'autre avait une balle dans le bras. Lord Cheriton ne se rendit compte que Tom Johnson n'était pas parmi ses prisonniers que lorsqu'il les dénombra. « Où est Tom Johnson ?» demanda-t-il à l'un des contrebandiers, qui paraissait un peu plus intelligent que les autres. Il ne reçut d'abord aucune réponse. Le soldat qui lui avait attaché les bras lui frappa dans le dos en criant « Réponds donc quand on te parle !» L'effet fut immédiat. L'homme grogna. « Il est parti en France, quelque part où vous ne le traquerez pas. »« Et Mr. Farlow ?» demanda Lord Cheriton anxieux. Aucune réponse ne vint. Cette fois encore, les coups que le soldat assénèrent à l'homme fournirent peu de résultats. Le prisonnier ne put qu'articuler. « Comment voulez-vous que je sache? Il n'est pas avec nous. C'est bien tout ce que je peux dire. »« C'est bon, déclara Lord Cheriton. Emmenez-le avec les autres et gardez-les bien. On verra demain matin. » Il avait été convenu avec le général Ockhampton que celui-ci enverrait un des chariots servant habituellement au transport des troupes pendant les manœuvres. Le lendemain matin à l'aube, pour prendre les prisonniers vers Larkscroll et les emmener en prison. Le général Ockhampton lui avait laissé le libre choix. Envoyez-les soit à Portsmouth, soit ailleurs, là où vous voudrez, Cheriton. Lord Cheriton, sachant qu'il aurait autre chose à faire que de convoyer ses prisonniers, avait pensé à lui dire « Envoyez donc un officier avec le chariot. » Pour l'instant, il décida que le mieux était d'enfermer les prisonniers dans les écuries de Larkscroll, en attendant l'arrivée du chariot. Les écuries étaient restées en parfait état, leurs lourdes portes de chêne restaient assez solides pour qu'il soit impossible aux prisonniers de s'enfuir. Il suffisait de les faire garder à l'extérieur par des sentinelles. Il donna aussitôt l'ordre à sa troupe de se diriger vers le château le plus rapidement possible en faisant porter les blessés par des hommes valides. Il prit le temps de veiller lui-même à la manière dont on enfermait ses prisonniers, puis de s'assurer que les soldats montant la garde à l'extérieur étaient en quantité suffisante et bien armés. Ensuite, il envoya quelques dragons pour récupérer les chevaux qui attendaient toujours là où on les avait laissés, dans le petit bois. Tout cela terminé, il pouvait enfin penser à rejoindre Wivina, et il se dirigea vers la vieille demeure. Brusquement, il éprouvait un immense besoin de la revoir, sans attendre. L'aube venait à peine de naître et le soleil de se lever. Pourtant, il avait au fond de son âme la certitude que la jeune fille devait être réveillée. Elle se disait aussi qu'il s'était passé tant de choses si inusitées et si peu conventionnelles entre eux qu'il pouvait venir frapper à la porte de Wivina avant qu'elle soit levée et habillée, sans qu'elle songe à trouver cela étrange ou incorrect.
Il ne risquait rien d'ailleurs, estimait-il, car il était persuadé que tout le bruit que ses soldats avaient fait, en installant les prisonniers dans les écuries et en allant et venant, n'avait pu manquer d'éveiller toute la maisonnée. Au moment où il arrivait à la porte du hall, celle-ci s'ouvrit et il se trouva nez à nez avec Pender. Rose était derrière lui. Les deux domestiques scrutaient le jardin avec des regards effrayés. « Bonjour, Pender » s'écria gaiement Lord Cheriton. « Oh, c'est donc vous, capitaine » s'exclama soudain, soulagé le valet d'écurie. Il expliqua. « Nous étions tous en train de nous demander ce qui se passait, et Mrs. Briggs était épouvantablement effrayée. » Lord Cheriton souriait. « Vous pouvez rassurer Mrs. Briggs. Tout va bien au contraire. Nous avons réussi à capturer une bonne quantité de contrebandiers qui vont être pendus en punition de tous leurs crimes. »« Vous avez pris des contrebandiers ? Voilà une bonne nouvelle. Miss Wivina est-elle réveillée ?» osa enfin dire Lord Cheriton qui brûlait de poser la question. « Mais elle n'est pas ici, monsieur. »« Comment ?» dit Lord Cheriton sidéré. « Mais non, monsieur. Oh, nous avons tous été bouleversés, vous savez. » Lord Cheriton s'impatientait. « Expliquez-vous. » Mr. Farlow est venu très tôt ce matin pour nous avertir que Master Richard avait eu un accident. « Quel accident ?» coupa Lord Cheriton qui sentait monter une sourde inquiétude en lui. « Eh bien, il est arrivé avec 2 chevaux, monsieur, et moi qui les ai tenus devant la porte pendant qu'il expliquait ce qu'il y avait à Miss Wivina. La porte était restée ouverte et j'ai entendu ce qu'il disait. Il lui a appris que Master Richard avait eu un accident et il lui a dit qu'il fallait qu'elle aille le retrouver tout de suite. » Lord Cheriton avait l'impression que la terre s'était ouverte sous ses pieds. Il insistait désespérément. Que s'est-il passé ensuite ? Miss Wivina est allée dire à Emma ce qui était arrivé. Elle lui a demandé de préparer la chambre de Mr. Richard, et puis ils sont partis à cheval. Mais depuis qu'elle est partie avec Mr. Farlow, nous n'avons pas eu la moindre nouvelle, rien. Elle ne nous a rien fait dire. Comment ? Elle ne vous a pas envoyé de message ? Pender secoua la tête tristement. Non, monsieur. Et personne au village n'a entendu parler de l'accident de Master Richard. Rose ajouta. C'est exact, monsieur. Je suis allé moi-même au village pour essayer de savoir ce qui était arrivé à Mr. Richard. Personne ne sait rien. Tout ce que nous savons, c'est que Mr. Richard n'est pas allé au presbytère pour sa leçon. Lord Cheriton essayait de rester immobile. Il finit par dire lentement, comme s'il parlait à lui-même, « Il y a quelque chose de grave, sûrement. » « C'est bien ce que nous pensons, monsieur. Mrs. Briggs disait qu'elle était tout à fait certaine que si Mr. Richard avait réellement été blessé, Miss Wivina l'aurait fait transporter ici depuis longtemps. » Lord Cheriton ne disait rien. Il fixait sans le voir le soleil qui brillait sur les massifs du jardin. Il commençait à croire qu'il avait commis l'une des plus terribles erreurs qui soient en temps de guerre. Il comprenait qu'il avait sous-estimé son ennemi. Geoffrey Farlow était passé aux actes plus rapidement qu'il ne l'avait cru. Il se répétait qu'il était impardonnable.